Dans les confins les plus sombres de l'univers, là où la justice devient un mythe, il existe une colère si pure, si dévorante, qu'elle consume tout sur son passage. Il s'appelait autrefois Atroce. Mais l'injustice lui a arraché sa vie, sa famille, son monde. Ce qu'il reste de lui désormais n'est plus qu'une furie vivante, un brasier de rage inapaisable, né du sang, nourri par la haine. Il est devenu Atrocitus, le fondateur du Red Lantern Corps, l'incarnation même de la colère cosmique. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de sa légende, entre douleur, vengeance et flamme écarlate. Préparez-vous à rencontrer l'un des êtres les plus redoutés de tout le multiverse d'ici. C'est parti. Chapitre 1. Le massacre du secteur 666. Atroce sentit l'odeur de l'herbe brûlée avant même de voir les premières lueurs de destruction. L'air vibrait sous le hurlement des alarmes. Les cris s'élevaient dans le ciel noirci et une ombre métallique s'étendait sur l'horizon. Il serra plus fort la main de son fils. « Père, qu'est-ce qui se passe ?» Atroce ne répondit pas. Il savait ce qui se passait. Les rumeurs circulaient depuis des semaines. Une purge, un génocide sans raison. Les Manhunters étaient venus. Il les vit descendre du ciel avec une vague inexorable, des silhouettes d'acier froides et implacables. Pas une hésitation, pas un ordre crié, seulement le vrombissement uniforme de leurs circuits et leur crépitement aveuglant de leurs propres rayons d'énergie. Puis vinrent les premières explosions. Atroce agrippa son fils dans ses bras et courut. Son cœur battait comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Autour de lui, des corps tombés, désintégrés, effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les cris devenaient des échos de poussière. Sa maison était proche. Il aperçut Lyra, sa femme, sur le pas de la porte, les yeux agrandis par la peur. « Atroce ! Elle atteignit le seuil, essoufflée, le sang battant à ses tempes. Ils sont là, il faut fuir !» Mais il savait que fuir ne servait à rien. Il l'avait compris au moment où ils avaient vu le ciel s'ouvrir, déverser une armée implacable. Les Manhunters n'épargnaient personne. Lyra hocha la tête, serrant leur fils contre elle. Ils reculèrent à l'intérieur et Atroce se précipita vers un coffre caché sous les lattes du sol. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit un vieux fusil énergétique. Puis la porte explosa. Un souffle de feu et de métal les projeta en arrière. Des éclats de bois transpercèrent la peau d'Atroce, mais il se releva aussitôt, les oreilles sifflantes. La silhouette froide d'un Manhunter se dressait sur le seuil. Ses yeux rouges ne reflétaient aucune émotion, aucune pitié. « Aucun être vivant ne doit rester. » Atroce épaula son arme et tira. Le rayon d'énergie frappa le torse du Manhunter qui recula d'un pas, mais ne vacilla pas. D'un geste mécanique, il leva son bras et une lumière écarlate envahit la pièce. Puis il y eut un cri. Le cri de Lyra. Atroce se retourna juste à temps pour voir sa femme et son fils disparaître dans une explosion de lumière. Leur corps n'eut même pas le temps de toucher le sol, plus rien. Juste un murmure noirci et l'écho d'un hurlement. Quelque chose se brisa en lui. Un gouffre profond et sans fond s'ouvrit dans sa poitrine. Sa respiration se coupa, ses jambes tremblèrent. Puis vint la rage. Une rage qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une tempête brûlante et dévorante qui le prit à la gorge et l'arracha à la réalité. Il n'était plus un père, plus un mari, juste une bête hurlante de douleur. Il bondit sur le Manhunter avec une sauvagerie insensée, lui arracha un bras, frappa encore et encore, le réduisant en un tas de métal tordu. Mais cela ne suffisait pas. Dehors, Ryut brûlait, son peuple était massacré, sa planète devenait cendre, il n'y pouvait rien. Atroce tomba à genoux, le souffle court, son regard perdu dans les flammes qui dévoraient l'horizon. Ce jour-là, Atroce mourut. Ce jour-là, Atrocitus naquit. Chapitre 2. Les 5 inversions. La lumière avait disparu du monde d'Atrocitus. Il ne savait plus combien de jours, de semaines, d'années s'étaient écoulés depuis le massacre de Ryut. Le temps n'avait plus d'importance. Il ne vivait que pour une seule chose, la haine. Le secteur 666 n'était plus qu'un cimetière silencieux. Les rares survivants erraient comme des ombres, leurs âmes brisées, leurs corps affamés. Mais Atrocitus n'était pas comme eux. Il ne cherchait ni refuge, ni réconfort. Il cherchait du pouvoir. Il n'était pas seul. Dans les ruines ensanglantées de sa planète, il trouva Kull, Moro, Raijus, Krib et Zaox, des êtres aussi consumés que lui par la douleur et la vengeance. Ensemble, ils formèrent les 5 inversions.
Un groupe voué à un seul but, la destruction des gardiens de l'univers. Ils n'avaient ni armes ni armée, ils n'avaient que leur colère. Mais la colère, lorsqu'elle est assez profonde, devient une force en soi. Sur une lune oubliée, dans un temple de pierre baigné de lueurs écarlates, ils pratiquèrent les rites interdits, puisant dans des énergies que même les gardiens avaient bannies depuis des millénaires. Ils sacrifièrent leur propre chair, gravèrent des symboles impies de leur peau et plongèrent dans une mer de douleur et de souffrance. Ils appelèrent les esprits du chaos, ils invoquèrent la haine pure et ils reçurent une vision, une prophétie, un avenir où un porteur d'un anneau vert, un Green Lantern, trahirait son propre corps et causerait la chute des gardiens. Son nom leur fut révélé, Hal Jordan. Mais Atrocitus ne voulait pas attendre que la prophétie s'accomplisse, il voulait agir, détruire, venger la mort du secteur 666 de ses propres mains. Alors ils commencèrent leur croisade. Les 5 inversions devinrent une force de destruction. Partout où ils passaient, ils laissaient derrière eux des mondes en feu. Ils attaquèrent les avant-postes des Green Lantern, exterminaient ceux qui servaient les gardiens, traquèrent les agents de l'ordre. Atrocitus était leur chef, leur fureur. Ils ne connaissaient plus la peur, ni la pitié. Ses mains, autrefois celles d'un père et d'un mari, devinrent celles d'un boucher. Mais malgré leur puissance, ils n'étaient pas invincibles. Les gardiens finirent par les remarquer et ils envoyèrent leur élite. L'attaque fut brutale. Une escouade entière des Green Lantern, menée par le légendaire Abin Sur, frappa leur repère sur Ismo. Les 5 inversions résistèrent. Leurs cris de rage faisaient trembler la planète, mais ils furent surpassés. L'énergie verte brisa leur défense, les enchaîna, les jeta à genoux. Atrocitus hurla sa haine, mais les chaînes d'émeraude étaient plus fortes que lui. Un à un, ses frères furent cloués à des piliers de pierre, leurs corps transpercés par les symboles de l'ordre. Leur puissance fut scellée, leur rage enfermée dans un silence forcé. Mais leur vengeance n'était pas morte, elle attendait son heure, et Atrocitus, même enchaîné, même battu, savait une chose. Un jour, le sang des gardiens coulerait. Chapitre 3. La chute des chaînes. Le temps n'avait plus de sens. Enchaîné à un pilier de pierre sur Ismo, Atrocitus ne ressentait ni la faim ni la fatigue. Seule la haine le maintenait en vie. Ses griffes s'étaient usées à force de gratter la roche. Son sang s'était mêlé à la poussière rouge de cette planète maudite. Les autres membres des 5 inversions étaient toujours là, réduits à l'état d'ombres marmonnantes, piégés dans leur propre vision infernale. Mais Atrocitus, lui, ne rêvait pas. Il attendait. Jusqu'au jour où Abin Sur revint. Le Green Lantern atterrit avec prudence sur Ismo, son anneau brillant d'une lumière vive, comme pour repousser les ténèbres qui habitaient ces lieux. Il marcha entre les piliers, son regard empli de méfiance et de curiosité. Atrocitus le fixa sans ciller. « Que cherches-tu, lanterne ?» grondit-il, sa voix rauque après tant d'années de silence. Abin Sur s'arrêta devant lui. « La vérité. » Le gardien d'émeraude voulait des réponses sur une prophétie. Un dessein sombre pour le corps des Green Lantern, un danger imminent que les gardiens refusaient d'admettre. « La fin de l'ordre arrive, » souffla Kull d'une voix spectrale. « Un de vos héros brisera vos chaînes, un Green Lantern deviendra le plus grand fléau de l'univers. » Atrocitus rit, un rire amer empli de mépris. « Je peux te dire bien plus que cela, lanterne, mais à quel prix ?» Il vit l'hésitation dans les yeux d'Abin Sur. Un Green Lantern ne devait jamais marcher avec des monstres. Mais Abin Sur était un homme intelligent, un soldat loyal mais pas aveugle. Il savait que les gardiens cachaient la vérité. Alors il fit une erreur fatale. Il relâcha Atrocitus. À peine ses chaînes brisées, il bondit. Abin Sur n'eut le temps que de lever son anneau avant qu'un poing ne s'écrasât sur son torse. L'impact le projeta contre un pilier. Il roula au sol et esquiva de justesse une autre attaque, son anneau créant un bouclier de lumière verte. Atrocitus s'élança avec une rage bestiale. « Ce ne sont pas moi et les miens qui en vont trahi, ce sont tes maîtres. » Ses griffes tranchèrent l'air, ses coups brisèrent la terre. Il ne cherchait pas à fuir, il voulait tuer. Mais Abin Sur était l'un des plus grands guerriers du corps. Même surpris, il tint tête à Atrocitus, esquivant avec une précision chirurgicale, contre-attaquant avec des constructs de lumière pure. Finalement, le sol sous eux se fissura sous la violence des échanges. Une explosion de roche projeta Atrocitus en arrière. Abin Sur ne perdit pas une seconde. Il leva son anneau et canalisa toute sa volonté. « Assez !» Une éclair d'énergie frappa Atrocitus de plein fouet, l'envoyant s'écraser contre une paroi rocheuse. Quand la poussière retomba, Abin Sur se tenait, essoufflé, au-dessus de lui. « Tu ne mourras pas aujourd'hui, mais tu ne seras jamais libre. » Atrocitus cracha du sang et rit. « On verra. »
Puis d'un geste rapide, il plongea ses doigts dans la terre ensanglantée d'Ismo et prononça un ancien chant. Une déflagration rouge s'éleva autour de lui. Abin-Sur recula, pris de court. Ce n'était pas de la magie ordinaire, c'était de la haine brute, un pouvoir primal et incontrôlable. La lumière écarlate enveloppa Atrocitus et en un instant, il disparut. Il était libre et il n'arrêterait pas tant que tout l'univers ne se baignerait pas dans le sang. Il erra dans l'espace, sa rage le guidant comme une étoile polaire. Il se rendit sur Ryut, sa planète natale, ou plutôt ce qu'il en restait. Il se tint au milieu des ruines et laissa son cœur se noyer dans une colère plus grande encore, puis il sut. Il ne pouvait pas simplement tuer un gardien ou un lanterne et espérer que la douleur cesse. Il fallait un moyen de leur faire ressentir la souffrance, un moyen d'en faire une arme. Alors il plongea ses mains dans la terre stérile de Ryut et il canalisa tout ce qu'il avait accumulé en lui, sa peine, sa colère, son désespoir. Le sang coula de ses veines, imbibant la poussière. Puis une lueur rouge brilla. Une forme émergea, un anneau, son propre anneau. Une création née de la haine pure. Atrocitus sourit en le glissant à son doigt. L'instant d'après, une lumière rouge explosa autour de lui, brûlant l'air, embrasant ses veines, remplaçant son sang par du feu vivant. Il rugit, un cri si puissant qu'il fit trembler l'espace autour de lui. Les raies de lanterne allaient naître et la vengeance allait commencer. Chapitre 4. L'assaut sur Oa. Le vide de l'espace s'embrasa d'une lueur écarlate. Des dizaines d'anneaux rouges fendirent l'obscurité, chacun trouvant un porteur rongé par la rage. Des guerriers brisés, des âmes consumées par la vengeance, des êtres qui n'avaient plus rien à perdre. Sous la bannière d'Atrocitus, une armée était née, les Raies de Lanterne. Leur mission était simple, détruire le corps des Green Lanterns, rendre justice aux milliards de vies fauchées par l'arrogance des gardiens de l'univers. Et leur première cible était Oa. Atrocitus menait l'attaque en personne, son anneau rouge pulsait d'une lumière sanglante, son corps était entouré d'un halo brûlant, son regard n'était plus qu'un puits de haine pure. Lorsque son armée atteignit la frontière d'Oa, l'alerte fut immédiatement donnée. « Code rouge !» hurla l'un des sentinelles du corps. Les Green Lanterns se mobilisèrent en une formation rapide. Des dizaines d'anneaux verts scintillèrent dans l'espace, créant des boucliers, des barrières, des constructs défensifs. Mais la colère ne se brise pas aussi facilement. D'un geste de la main, Atrocitus ordonna l'assaut. Les Raies de Lanterne foncèrent comme une tempête enragée. Ils ne projetaient pas de simples constructs comme le faisaient les Green Lanterns, non, ils vomissaient du plasma brûlant. La rage était si pure, si intense, qu'elle remplaçait leur propre sang. Lorsqu'un Raid de Lanterne ouvrait la bouche, un torrent de flammes rougeoyantes jaillissait, consumant tout sur son passage. Oa tremblait sous l'impact. Les premiers Green Lanterns tombèrent, incapables de contenir cette force brute. Leurs barrières d'énergie se fissurèrent, les armures furent déchirées, et l'espace se remplit d'un concert de hurlements et d'explosions. Au centre du chaos, Kilowog fendit les rangs du Raid Lanterne, projetant des constructs massifs pour écraser ses adversaires. Il frappa, détruisit, projeta ses frères d'armes. Mais Atrocitus le vit, et Atrocitus n'était pas un simple soldat. Il était la fureur incarnée. Dans un éclair rouge, il fondit sur Kilowog, son poing enveloppé d'une aura sanglante, rencontra l'abdomen du Green Lantern avec une force titanesque. Kilowog recula sous l'impact, grimaçant. « Toi, t'es un sacré morceau !» grogna Atrocitus. « Mais j'ai éventré des créatures bien plus grandes. » Kilowog se redressa, serrant les poings. « Essaye pour voir, sac à rage !» Les deux colosses se jetèrent l'un sur l'autre. Chaque coup faisait trembler l'air autour d'eux. Kilowog matérialisa un marteau d'énergie verte et l'abattit sur Atrocitus, qui encaissa le choc avant de riposter d'un hurlement dévastateur. Une onde de choc écarlate projeta Kilowog à travers un bâtiment. Mais l'assaut ne s'arrêta pas là. Atrocitus se dirigeait vers son véritable objectif, la citadelle des gardiens. Les portes du sanctuaire s'ouvrirent, une silhouette se dressa face à lui, Sinestro, le plus impitoyable des Green Lanterns. Atrocitus souffla-t-il, un sourire en coin. « Je me demandais quand tu allais te montrer. » Puis il rugit et bondit. Le combat fut immédiat et brutal. Sinestro, avec sa précision chirurgicale, érigea des murs de lumière verte, des lames acérées, des chaînes d'énergie. Mais Atrocitus ne combattait pas avec technique, il combattait avec pure haine. Chaque attaque de Sinestro était brisée par une déferlante rouge.
Atrocitus ripostait avec une force bestiale, déchirant les construits comme du papier. Finalement, il parvint à attraper Sinestro à la gorge et le plaqua contre une paroi. Tu n'es qu'un pion lanterne, un chien de tes maîtres, mais moi, je vais les faire payer. Il leva son poing pour frapper, mais Sinestro sourit. Tu sous-estimes toujours ceux qui pensent différemment de toi. Soudain, une rafale d'énergie verte s'abattit sur Atrocitus, Hal Jordan. Le raid lanterne fut projeté en arrière, roulant sur le sol en rugissant. Lorsqu'il se releva, il vit Hal flotter dans les airs, entouré d'une lumière éclatante. Toi! Cracha Atrocitus. Il savait qu'il était Hal Jordan. La prophétie l'avait annoncé. Ce lanterne était destiné à détruire le corps, mais aussi à devenir son plus grand champion. Un paradoxe insupportable. Atrocitus chargea, mais Hal l'attendait. Il matérialisa un immense bélier d'énergie et frappa de toutes ses forces. L'impact fut dévastateur. Atrocitus s'écrasa contre le sol, son anneau rouge vacillant. Il sentit son pouvoir faiblir. Il avait sous-estimé la volonté des Green Lantern. La rage brute était une force immense, mais face à une volonté inébranlable, elle trouvait parfois ses limites. Voyant leur chef au sol, les Red Lantern hésitèrent. Atrocitus, la mâchoire serrée, serra son poing. Il n'avait pas encore fini. Mais la guerre ne se gagnait pas en un seul combat. Il ordonna la retraite. Dans un éclair rouge, les Red Lantern se dispersèrent, laissant Oa en flammes mais toujours debout. Dans l'obscurité de l'espace, Atrocitus regarda la planète s'éloigner. Ce n'était qu'un début. Il détesterait toujours les gardiens, il maudirait toujours les Green Lantern, et il reviendrait, avec plus de rage, avec plus de puissance, jusqu'à ce que l'univers tout entier baigne dans le sang. Ainsi la légende d'Atrocitus, le premier et le plus implacable des Red Lantern, continua de se répandre à travers les étoiles. Oa avait résisté, mais elle saignait. Les gardiens savaient désormais qu'une nouvelle force s'élevait contre eux, une haine si pure qu'elle brûlait plus fort que n'importe quel soleil. Atrocitus n'était pas un simple ennemi, il était une vengeance vivante. Et tant que le sang de Ryut crierait justice, tant que la douleur du secteur 666 hanterait son cœur, il ne s'arrêterait jamais. Un jour, les gardiens tomberaient. Un jour, l'univers comprendrait que la rage n'est pas une faiblesse, elle est une arme, une promesse de destruction. Il fut un temps où Reed Richards était un héros, un génie parmi les plus brillants de son époque. Leader des 4 Fantastiques, explorateur de l'inconnu, il symbolisait l'espoir, la curiosité et l'esprit d'équipe. Mais les plus grandes ambitions naissent souvent des failles les plus profondes. Lorsque son univers a chuté, quelque chose s'est brisé en lui. Ce n'était pas seulement la perte de ses proches, mais la perte de son humanité. Il a abandonné ses idéaux pour devenir autre chose, quelque chose de plus, quelque chose de pire. Dans son esprit, il n'y a plus de limites, plus de règles, plus de frontières entre le bien et le mal. Seulement une vérité froide et implacable. La survie exige l'évolution, et dans cet univers, il est devenu le Maker. Bienvenue dans un voyage à travers l'esprit d'un homme qui a troqué sa foi en l'humanité pour une soif de contrôle absolu. Voici l'histoire de Reed Richards, devenu le créateur. Je vous souhaite donc un bon visionnage et bien sûr n'oubliez pas les amis de partager, de liker et de vous abonner. C'est parti. Dans les rues animées du Queen, où il a grandi en tant qu'aîné d'une fratrie de 3 enfants, Reed Richards ne tarda pas à démontrer une intelligence hors du commun. Dès son plus jeune âge, il dépassait largement ses camarades, ses professeurs et même les adultes qui croisaient sa route. Ses parents, bien que conscients de ses dons extraordinaires, peinaient à comprendre pleinement l'ampleur de son potentiel. Parmi ses rares amis, Ben Grimm joua un rôle de protecteur, défendant Reed contre les harceleurs de l'école, tandis que leur père, sévère et rigide, imposait à ses enfants une éducation austère, privant Reed et ses sœurs des joies d'une enfance insouciante. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant curieux et avide de découvertes, Reed fit une percée fascinante. Il identifia l'existence d'une dimension mourante qu'il nomma la zone N. Avec une inventivité impressionnante, il fabriqua un oscillateur, un appareil ingénieux qui lui permit de scruter cet univers mystérieux. Quelques mois plus tard, alors qu'il n'était encore qu'en primaire, Reed saisit l'occasion d'une fête de la science organisée par la Midtown Middle School pour démontrer son incroyable invention. Devant une foule de spectateurs ébahis, il fit la preuve de sa capacité à envoyer des objets dans cette dimension lointaine.
Cette démonstration ne passa pas inaperçue. Parmi les observateurs, un certain lieutenant Lupkin, un éclaireur au service du directeur de Mainland Technology Development, repéra immédiatement le potentiel hors norme du jeune prodige. Lupkin, chargé de rechercher les esprits les plus brillants parmi la jeunesse mondiale, comprit qu'il venait de découvrir un talent rare, une étoile montante destinée à accomplir des exploits exceptionnels. Reed Richards fut confié à la tutelle du célèbre scientifique Dr. Franklin Storm qui dirigeait un centre unique en son genre, le Baxter Building, un établissement gouvernemental niché au cœur de Manhattan dédié aux jeunes prodiges. Le départ de Reed soulagea son père, heureux de se débarrasser de ce fils qu'il comprenait si peu. Dès lors, Reed ne vit que rarement sa famille, un détachement qui pesait sur son cœur malgré les liens qu'il tissa avec Susan et Johnny, les enfants du Dr. Storm. Il trouva également un certain réconfort auprès de ses camarades et de son fidèle chien Einstein. Hanté par la nostalgie de son foyer, Reed canalisa son génie dans un projet secret. Il conçut un véhicule révolutionnaire qu'il surnomma le Fantastic Car. Cet engin capable de voler à une vitesse prodigieuse de Mach 7 et fonctionnant sans carburant resta pourtant inutilisé, un simple témoignage de son imagination débordante. Pendant 5 ans et demi, il consacra son temps à l'étude obsessionnelle de la zone N, cette dimension énigmatique qu'il avait découvert enfant. Malgré ses efforts, il ne parvint pas à résoudre les complexités de son accès jusqu'à l'intervention d'un autre prodige, Victor Van Damme. Victor, avec son esprit aiguisé, corrigea les calculs de Reed et devint un allié précieux. Durant les années suivantes, les deux jeunes génies collaborèrent étroitement. Victor perfectionnait les recherches sur la zone N, tandis que Reed l'épaulait dans le développement de technologies avancées, notamment la miniaturisation robotique. Le gouvernement, suivant les plans de Reed désormais adulte, lui érigea un téléporteur loin des grandes villes, dans le désert du Nevada, capable d'envoyer des humains dans la zone N. Le jour J arriva et tout ce petit monde s'installa. Il y avait des scientifiques, des militaires, etc. Dans un premier temps, il envoya une pomme dans la zone N, la zone négative, mais rien ne se passa comme prévu, car Victor introduisit en secret des modifications dans les calculs de superposition. Ces ajustements eurent des conséquences cataclysmiques lors de l'activation de la machine. Une instabilité incontrôlée créa un phénomène de déphasage qui dispersa Reed, ses proches et Victor lui-même à travers la planète. Reed se retrouva dans le désert, presque inconscient. Il reprena ses esprits, mais les militaires, pensant que c'était un monstre, fit feu sur lui. Le docteur Franklin Storm parvient à le reconnaître. Ben Grimm, lui, se retrouve au Mexique, aussi complètement métamorphosé en homme pierre. Quant à Johnny, lui, se retrouve en France, à l'hôpital, mais malheureusement, il mit le feu à l'hôpital car son corps entra en combustion. Reed, Johnny et Grimm arrivent à se réunir. Ils retrouvent Suzanne dans des égouts, avec les pouvoirs de devenir invisible, mais prisonnière d'un scientifique fou au nom de Arthur Milokevich. Victor, lui, se retrouve au Danemark, avec la peau toute fondue, laissant place à une armure en titane en guise de nouvelle peau. Cet événement transforma radicalement chacun d'entre eux. Reed, Suzanne, Johnny, Ben Grimm et Victor développèrent des capacités extraordinaires, marquant le début d'une nouvelle ère pour leur vie et leur monde. Après cette mésaventure, Suzanne et Reed tombent amoureux l'un de l'autre et décident de se mettre en couple. Faisons un petit saut dans le futur. Quelque temps plus tard, Reed, Suzanne, Johnny et Ben se retrouvent rapidement confrontés à un adversaire, le docteur Molokevich, le même super vilain qui avait fait prisonnière quelque temps auparavant Suzanne et qui avait été libéré par ses amis. Armé d'une créature d'argile qu'il avait lui-même façonnée, il semait la terreur, obligeant le Quatuor à unir leurs forces pour le stopper. Pendant ce temps, Victor Van Damme, désormais connu sous le nom de Dr Fatalis, s'était exilé au Danemark où il avait formé une communauté de fidèles soumis à son contrôle grâce à des nanites implantés dans leur corps. Reed, déterminé à libérer ses innocents, se rendit en Europe avec ses amis pour affronter Fatalis. Bien qu'il parvienne à briser l'emprise de nanites sur ses partisans, Victor refusa de les aider à inverser les mutations qu'il avait subies. Face à ce refus, Reed retourna à ses travaux scientifiques, perfectionnant son téléporteur vers la zone négative pour en faire un appareil encore plus révolutionnaire, capable de voyager dans le temps ou d'explorer des dimensions parallèles. Nos 4 héros réussirent à entrer dans la zone négative, et là-bas, ils rencontrèrent un ennemi puissant au nom de Nihil. Ils réussirent à lui échapper, mais celui-ci les rejoignit sur Terre.
Le Quatuor fit sa première apparition publique en combattant Nihil lors d'une bataille spectaculaire à Las Vegas. Ce succès les propulsa sur le devant de la scène où ils adoptèrent le nom des 4 Fantastiques. Reed devient Mister Fantastique, Ben la Chose, Suzanne la Femme Invisible et Johnny la Torche Humaine. Dans cette première partie, nous avons exploré d'où viennent leurs pouvoirs et le nom qu'ils portent. Passons à la suite. Bien que célèbre par le public, Reed semblait chercher dans cette admiration une manière de combler l'amour paternel qui lui avait tant manqué. Cependant, sa vie personnelle fut mise à rude épreuve lorsqu'il croisa la route de Thanos, un tyran extraterrestre manipulateur. Sous son influence psychique, Reed se mit à concevoir un cube cosmique, un artefact de puissance inimaginable capable de modifier la réalité et de contrôler les esprits. Obsédé par son projet, il négligea Suzanne et devint agressif avec elle lorsqu'elle tenta de l'en détourner. Finalement, Thanos fut démasqué et son emprise sur Reed brisée, mais les dégâts étaient faits. Suzanne mit fin à leur relation, bien qu'ils finirent par se réconcilier après de longs mois. Reed, comprenant ses erreurs, envisagea même de lui demander sa main. Leur bonheur fut cependant d'une courte durée. Magneto, maître du magnétisme, lança une attaque dévastatrice en inversant les pôles magnétiques, provoquant l'inondation de Manhattan. Suzanne, poussant ses pouvoirs à leur limite, créa un immense champ de force pour évacuer les eaux, mais cet effort la laissa dans le coma. Plutôt que de rester à son chevet, Reed rejoignit un groupe de héros pour affronter Magneto. À son réveil, et découvrant l'absence de Reed, Suzanne ressentit cela comme une trahison. La mort de Franklin Storm, son père, dans l'inondation ne fit qu'aggraver les tensions. Pendant les funérailles, Reed fit une chose insensée. Il la demanda en mariage, mais Suzanne refusa. Après les funérailles, Suzanne rompit définitivement avec Reed et les 4 Fantastiques, ébranlés par cet événement, décidèrent de se séparer. Pendant ce temps, Suzanne prit les commandes du Baxter Building et Reed, accablé, choisit de retourner dans la maison familiale pour tenter de retrouver un semblant de paix. 6 mois plus tard, une version future de Suzanne Storm, connue sous le nom de Kang, entra en contact avec Reed. Celui-ci, sombrant dans une profonde dépression suite à ses échecs personnels, apprit avec horreur que la trajectoire actuelle de sa réalité conduirait à sa destruction totale. Cette révélation brisa son esprit déjà fragile. Désespéré et prêt à tout pour sauver son monde, Reed simula sa propre mort dans une explosion dévastatrice qui emporta sa maison et les derniers membres de sa famille. Il se réfugia alors dans la zone négative, un univers qu'il connaissait mieux que quiconque, et y prépara une série d'attaques contre ses anciens alliés et ennemis, déterminé à éliminer quiconque pourrait se dresser contre lui. Ses cibles furent nombreuses, le Baxter Building, la Roxxon Corporation, les Ultimates et même Spider-Man, Peter Parker, subirent ses assauts. Lors d'une confrontation au projet Pegasus où Reed tenta de s'emparer d'artefacts au pouvoir considérable, il fut découvert par Suzanne Storm. Elle tenta de le stopper, mais il la neutralisa violemment, la laissant grièvement blessée malgré l'intervention de Nova Rick-John. Bien que Suzanne survécut, l'attaque marqua un point de non-retour. Finalement, Reed fut vaincu par une coalition de héros unis, mais non sans subir une vengeance brutale de Johnny Storm, la Torche Humaine, qui lui infligea des graves brûlures au visage, en représailles des blessures infligées à sa sœur. Reed, isolé et piégé dans la zone N après la destruction de sa base, dériva abandonné dans ce vide infini. Cependant, il n'abandonna pas. Utilisant les cerveaux morts de ses anciens soldats comme ressources, Reed construit un système de téléportation rudimentaire qui lui permit de revenir sur Terre. Transformé par ses expériences, il prit le nom de Créateur et fonda une organisation qu'il appela les Enfants de Demain. Cette société de scientifiques dévoués avait pour mission de remodeler la planète en érigeant le savoir comme une valeur suprême au détriment de toute autre considération. Dans le nord de l'Allemagne, Reed bâtit le Dôme, une structure où le temps s'écoulait 1000 fois plus vite qu'à l'extérieur. En quelques minutes du monde extérieur, 9 siècles passèrent à l'intérieur, permettant aux enfants de subir des évolutions technologiques et biologiques spectaculaires. Sous la direction du Créateur, ils construisirent une intelligence artificielle consciente, la Cité, qui devint le pilier de ces projets. Fort de leur puissance croissante, les enfants lancèrent des attaques dévastatrices contre l'initiative de défense européenne, l'IDE, et les Asgardiens. Ces derniers furent écrasés et leurs sources d'énergie divine confisquées. Thor, désormais privé de ses pouvoirs, fut renvoyé sur Terre comme un avertissement au reste du monde. Le Créateur était invincible. Lorsque le Shield envoya Hulk, Bruce Banner, pour affronter les Enfants de Demain,
Reed parvint à le manipuler et à le rallier à sa cause, renforçant encore son emprise. Pour montrer l'étendue de son pouvoir, il fit exploser une bombe à antimatière sur Washington DC, annihilant le président, le Congrès et tout le gouvernement américain. Cette attaque plongea les États-Unis dans le chaos politique, laissant la planète à la merci du Créateur. Cependant, ces plans furent déjoués grâce à l'ingéniosité de Tony Stark. Iron Man infiltra la cité en utilisant Anthony, sa tumeur consciente qui détourna les enfants contre leur maître. En unissant leurs forces, Stark transforma la cité en une gigantesque armure pour affronter un Hulk encore plus puissant grâce au sérum d'agrandissement de Giant Man. Pendant ce temps, Susan Storm, désormais déterminée à mettre fin à cette menace, parvint à vaincre Reed après une confrontation acharnée. Le Créateur fut finalement capturé et emprisonné, mettant fin au moins pour un temps à son règne de terreur. Plus tard, déterminé à préserver son existence et sa ligne temporelle, Kang, cette version alternative de Susan Storm, venue du futur, libéra le Créateur de sa prison. Avec l'aide de Vif-Argent, Pietro Maximoff et de Hulk, ils mirent la main sur les gemmes de l'infini, 8 artefacts capables de réécrire la réalité, dont 5 étaient déjà en possession des Ultimates. En un temps record, le Créateur utilisa les 5 gemmes assemblées sur le gant de l'infini pour remodeler la société mondiale. Sous son influence, les nations belligérantes furent pacifiées, l'économie fut réinventée en abolissant la monnaie, les brevets scientifiques furent annulés pour rendre la technologie accessible à tous, une énergie propre fut diffusée globalement et la faim dans le monde fut éradiquée grâce à une distribution massive de nourriture. Cependant, les Ultimates parviennent à stopper ses ambitions en protégeant les 3 dernières gemmes, déjouant également les plans de Kang. Après la disparition de cette dernière, Reed fut une fois de plus défait par Susan Storm qui mit fin à sa croisade. Peu après, la Terre 1610 fit face à une menace encore plus grande lorsque Galactus, le dévoreur de mondes de la Terre 616, attaqua. Tentant de se racheter, le Créateur s'allia à Spider-Man Miles Morales pour un voyage vers la Terre 616 et y découvrit un moyen de vaincre Galactus. Là-bas, il rencontra Valeria Richards, la fille de son double dimensionnel. Troublé par cette rencontre, Reed se surprit à envisager un avenir où il pourrait réparer ses erreurs, espérant même une réconciliation avec Susan Storm. Lors de l'affrontement final, le Créateur réussit à piéger Galactus dans la zone N, épargnant ainsi son univers, mais ce triomphe eut un coût. Le Thor de la Terre 1610 fut également sacrifié, emporté dans la zone négative avec le Dévoreur de mondes. Cet acte héroïque marqua un tournant dans la perception de Reed, bien que son passé sanglant continuait de hanter ceux qui l'entouraient. Les choses prirent une tournure plus sombre lorsque des univers alternatifs commencèrent à cibler la Terre 1610. Miles Morames, un Spider-Cochon interdimensionnel, avertit la Fondation du Futur, organisation remplaçante du Shield dissous après l'attaque de Galactus, que leur monde était voué à disparaître. Il révéla que dans tous les univers survivants, l'existence des enfants de Reed Richards et Susan Storm avait joué un rôle central. Face à cette vérité, la femme invisible envisagea un plan radical, extraire le matériel génétique du Créateur pour concevoir un enfant capable de sauver leur réalité. Mais réticente à une telle solution, Susan Storm se laissa convaincre par Reed de recourir à un matériel génétique de Ben Grimm, son partenaire, pour procéder à une insémination artificielle. Pendant que ces préparatifs étaient en cours, Nick Fury approcha Reed pour qu'il rejoigne secrètement un nouveau Shield, chargé de trouver une solution aux incursions menaçant leur monde. Reed, désormais obsédé par ces collisions interdimensionnelles où 2 terres tentaient d'occuper le même espace, se lança dans des recherches impitoyables. Dans une tentative de protéger la Terre 1610, il détruisit 67 mondes alternatifs, épargnant son univers mais laissant derrière lui un sillage de destruction. Finalement, l'enfant de Susan Storm naquit et ses pouvoirs extraordinaires repoussèrent instantanément toutes les réalités hostiles hors de leur dimension, sauvant la Terre 1610 d'une annihilation imminente. Malgré cette victoire, les incursions continuèrent. Lors de l'exploration d'une nouvelle collision à venir, le Créateur fit face à la Cabale, une faction corrompue menée par le Namor de la Terre 616. Dans un ultime acte de pragmatisme, Reed choisit de rejoindre leur rang, espérant que cette alliance lui permettrait de survivre à la destruction imminente des derniers univers restants. Reed, désormais allié à la Cabale, utilisa les connaissances glanées de la Terre 616 pour concevoir un vaisseau capable de survivre à l'effondrement imminent du multiverse. Lorsque la Terre 616 et la Terre 1610 furent détruites, le docteur fataliste de la Terre 616, ayant accédé à une puissance divine en s'appropriant l'énergie des Beyonders, créa une nouvelle réalité.
Battleworld, une planète formée d'éclats des univers disparus. 8 ans après l'émergence de Battleworld, le vaisseau de Reed fut découvert dans une région nommée Utopolis. Alerté par la Fondation du Futur, le Corps de Thor, force policière de Battleworld, enquêta. Cependant, le vaisseau s'ouvrit accidentellement, libérant les membres de la cabale et attirant l'attention des autorités locales. Bien décidés à comprendre ce nouvel environnement, Reed et ses alliés commencèrent à explorer Battleworld, mais leur incursion provoqua rapidement une confrontation avec le Corps de Thor, alimenté par l'arrivée des survivants de la Terre 616. Le chaos culmina lorsqu'il fut rejoint par Fatalis lui-même et son bras droit, le Docteur Strange, désormais shérif de Battleworld. Dans un geste héroïque, Strange se sacrifia pour protéger les survivants, espérant qu'il pourrait trouver un moyen de restaurer le multiverse. Les deux versions de Reed Richards, le créateur et son homologue de la Terre 616, mirent de côté leurs différences pour travailler ensemble à la défaite de Fatalis. Profitant d'une attaque massive sur Fatalis Ted, organisée par des factions rebelles opposées à Fatalis, les deux Reed infiltrèrent son château pour découvrir la source de son pouvoir, l'homme-molécule, un être de pouvoir cosmique. Cependant, face à cette opportunité, le créateur dévoila ses véritables intentions. Considérant les liens émotionnels de son homologue comme un handicap, il le trahit en l'enfermant dans une bulle temporelle. Mais l'homme-molécule, méprisant l'arrogance du créateur, intervint. Dans un acte de brutalité déconcertant, il découpa littéralement le créateur en fines tranches, mettant fin à sa vie. Avec la mort du créateur, le Mister Fantastique de la Terre 616 parvient à s'approprier le pouvoir divin de Fatalis. Aidé par son fils Franklin et l'homme-molécule, il entreprit de reconstruire le multiverse pièce par pièce. Cependant, dans un ultime rebondissement, le créateur, rééchappant mystérieusement de sa mort, retrouva un chemin vers la Terre 616, prêt à affronter de nouveaux défis dans cet univers restauré. Et croyez-moi, je reviendrai avec une nouvelle histoire sur ce personnage, car il va revenir bien plus puissant. Voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère que les deux histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à booster. Cela m'aide énormément et bien sûr me donne de la force. Je vous souhaite une excellente année 2026 et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.